Alors moi je travaille en Belgique, plus précisément à Bruxelles, dans tout ce qui est médiation scolaire, c'est-à-dire je m'occupe de travailler sur les liens entre l'école et les enfants en difficulté d'apprentissage, et de formation je suis orthophoniste. Comment on peut décrire les étapes utiles de la construction du raisonnement chez un enfant? Enfin, comment on lui fait trouver ses propres clés de compréhension? Alors la compréhension, c'est très relatif, c'est très culturel. Tous les êtres humains accèdent à des stades de compréhension avec différents moyens. Mais on a reconnu quand même certaines étapes. Enfin, c'est très constructiviste, mais il y a quand même quelques étapes pour acquérir une certaine forme de connaissance. Et on va globalement passer d'une pensée un peu magique, un peu irrationnelle, vers une pensée de plus en plus formelle. Alors les spécialistes disent 15 ans, 16 ans, 17 ans. En tout cas, il y a des étapes. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde passe par ces étapes, mais pas tout le monde par les mêmes chemins. Et que là, les enfants d'aujourd'hui ont absolument besoin qu'on crée des liens entre la construction des savoirs, la construction des compétences et leurs différences individuelles. J'ai des outils pour passer du 3D au 2D. Beaucoup d'apprenants restent bloqués dès qu'il s'agit de mettre les choses par écrit ou par plan. On fait manipuler, on implique les gens dans la construction, on fait des maquettes pour la grammaire, on vit beaucoup plus, on implique beaucoup plus, on manipule beaucoup plus, on est plus proche aussi des vrais contextes d'utilisation. L'école se rend compte aujourd'hui qu'elle parle de choses à des enfants qui ne le vivent plus. Et donc on tente de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? On essaie d'aller chercher les outils dans la société civile, on essaie de leur faire plutôt faire un mail qu'une carte postale parce qu'ils le connaissent davantage. Donc on ne renonce absolument pas ni à calculer, lire et écrire, mais on va totalement changer à la fois de médias et on leur apprend surtout à mémoriser parce que c'est quelque chose qui pose... Le problème actuel, c'est ça, c'est que la mémorisation pose problème. Ils ne sont certainement pas ni plus bêtes ni moins mémorisants qu'avant, mais ils mémorisent autrement. Et ils ont de plus en plus besoin d'actions pour apprendre à mémoriser. Donc les outils, c'est essentiellement des outils qu'on va appeler métacognitifs, apprendre à apprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un mind map? C'est un schéma qui peut être construit par l'apprenant avec le pédagogue. On reprend la matière et on la structure. Elle se fait sur des feuilles, sur un tableau, avec des logiciels. Il y a des logiciels aujourd'hui qui les formatent en fonction de l'information. Il y a même des logiciels, vous scannez l'information, le mind map sort. Personnellement, comme c'est un outil d'organisation de pensée, je trouve qu'il a plus d'utilité si on le fait. Parce qu'en le faisant, on adhère. Comment vous gérez toute la question de l'émotion et de l'immédiateté? C'est-à-dire un enfant qui cherche à donner à tout prix un résultat plutôt que de réfléchir? Je pense qu'il faut d'abord comprendre cette impulsivité. Ce qui est considéré parfois comme un handicap ne l'est pas dans toutes les situations. Et donc le fait qu'un enfant, par exemple, soit obsédé par l'idée de trouver la réponse plutôt que le cheminement, il faut quand même un peu balayer devant notre porte. C'est un petit peu le signal qu'on lui a envoyé. Il va à l'école, il doit être productif. Il va à l'école, il doit être performant, c'est la réponse qui compte. Et donc c'est tout un travail très très long qui passe par la négociation de faire attention à comment il apprend, soigner l'intelligence de ses erreurs quand on en trouve en les analysant et en disant mais c'est drôlement intelligent, c'est tout à fait faux, mais c'est drôlement intelligent. Le remettre en position de force par rapport à une école qui n'a pas toujours du sens pour lui. Aller s'appliquer, aller lentement, faire les choses dans l'ordre n'est plus du tout le signal qu'on envoie aux enfants. Il faut se rendre compte que l'enfant est pris dans ce jeu-là. Et donc il a, je redis, beaucoup plus besoin de nous en termes de médiateurs par rapport au savoir que de transmetteurs de savoir. Le savoir est disponible. C'est comment l'intégrer qui pose problème aujourd'hui. Ce qui permet à quelqu'un d'avoir confiance en lui, c'est quand en face, on vous reconnaît comme quelqu'un d'intéressant. Alors, quelqu'un d'intéressant, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de performant. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a des compétences dans d'autres formes d'efficacité. L'école a tendance à réduire l'intelligence d'un individu à sa performance scolaire. Quelqu'un qu'on veut remotiver, il faut commencer par le reconnaître comme ayant du talent là où il est. Et surtout, pas simplement reconnaître ce talent, et puis bon, maintenant que ton talent est reconnu, venons-en aux choses sérieuses, venons à l'école. Non, utiliser justement ces compétences-là pour dire, mais avec ça, tu peux apprendre à lire, écrire, calculer, en restant ce que tu es. C'est très très bien, on a besoin de gens qui fonctionnent différemment. C'est la reconnaissance qui manque parfois. On l'écoute, mais on ne l'exploite pas. J'écoute ce que tu es, mais maintenant que je l'ai entendu, viens quand même vers ce que je veux que tu fasses.
Mais je me mets au service de ce que tu es, dans certaines limites évidemment, hein, parce qu'une culture c'est contraignant et ça doit l'être. Mais on part de lui, c'est ce qu'il y a de plus motivant. Il y a une phrase assez célèbre qui dit « quand on veut, on peut ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Quand on veut, on peut. Mais moi je travaille sur le terrain très réducteur peut-être, des enfants à troubles d'apprentissage, et je sais que c'est une des phrases les plus toxiques. Quand on veut, on peut, c'est culpabilisant. Ça voudrait dire que quand on n'y arrive pas, c'est qu'on n'y a pas mis la bonne volonté. Alors, je suis très prudente avec ce genre de phrase. Le travail de certaines personnes est très inconstant. Il y a des moments où ils peuvent et des moments où ils ne peuvent pas. Et ça ne semble pas être sous le joug de leur bon vouloir. C'est vraisemblablement plutôt sur la capacité à un moment ou à un autre de se surconcentrer. Ils font les choses quand ils se surconcentrent, ce qui est épuisant, puisque ni vous ni moi ne pouvons nous concentrer à la même dose tout le temps. Les phrases à bannir, donc des phrases volontairement humiliantes ou volontairement, il y en a, hein, il y en a. Mais c'est souvent dans les phrases bienveillantes que se cache l'humiliation. Des phrases du genre, on en a cité tout à l'heure, c'est quand tu vois quand tu veux. Moi, une phrase que je n'aime pas non plus, c'est ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que ça ne dure pas la surconcentration. Aujourd'hui c'est bon, puis demain ça peut ne plus l'être, et puis je garde confiance. Des phrases que je n'aime pas non plus, c'est tu fais ce que tu peux. Je trouve ça terriblement. Non, tu fais pas ce que tu peux. C'est le pédagogue qui dose. Il peut se tromper d'ailleurs, il peut mettre la barre trop haut ou trop bas. Mais c'est le pédagogue qui exige de quelqu'un. Exiger de quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. Dire tu fais ce que tu peux, c'est laisser l'autre à son libre arbitre sur ce qu'il peut. Je trouve ça très angoissant. Et pourtant, ce ne sont pas des phrases qui, a priori, sont faites pour décourager. Une autre petite phrase aussi que j'essaye d'éviter, c'est « tu vas voir, c'est facile ». Donc déjà, il plante. Ses collègues ont réussi, lui pas. Et pour le rassurer, on lui dit « tu vas voir, c'est facile ». Dis donc, alors si je suis encore aidée et que c'est de nouveau raté, il ne faut pas demander comme je suis idiot. Voilà, plein de petites choses qu'on pourrait s'abstenir de dire parce que ça ne sert à rien et ça n'aide pas franchement l'autre. Tu me déçois, ça j'aime pas non plus. Un travail peut être décevant pour l'apprenant en première ligne, mais tu me déçois, c'est pas le même message. Parce qu'essentiellement, quand même, l'apprentissage, c'est de l'attachement. C'est se sentir reconnu par quelqu'un à qui on fait confiance. Alors si quand on se trompe, on déçoit, c'est catastrophique. Non seulement on permet l'erreur, mais on la considère comme la manifestation de l'intelligence du sujet. Donc tout ce travail où on va récupérer l'erreur, le pédagogue qui cherche l'intelligence cachée de l'erreur, qui renseigne l'élève, pour la motivation, je trouve ça génial. L'analyse des erreurs. Alors le décrochage, c'est vraisemblablement ce qu'il y a de plus dangereux, parce que c'est l'individu qui se met à l'abri et qui s'éteint face à une attente. Alors ça peut prendre des formes, alors que c'est la même souffrance, ça peut prendre des formes agressives, quelqu'un qui peut devenir le prédateur du milieu d'apprentissage pour empêcher tout apprentissage finalement, et se construire une personnalité rebelle, une personnalité qui va prendre toute la place. Quelqu'un qui prend toute la place n'en a pas. Je t'empêcherai de travailler puisque je ne suis pas reconnue dans ce que nous faisons ici. Donc ce sont des enfants qui n'ont aucun sentiment d'appartenance au groupe et qui vont tout faire pour s'identifier comme celui qui crée le problème dans le groupe. Ce sont souvent des enfants d'ailleurs qui occupent tellement l'esprit des enseignants que même quand ils ne sont pas là, ils ne pensent qu'à eux. Donc mission accomplie, ils ont la place là, optimale. Mais c'est de la souffrance. Vous avez des enfants qui décrochent qui commencent à décrocher par des signes d'angoisse, de super attachement. Donc ils ont besoin de vous tout le temps, ils ne vous lâchent pas, ils s'accrochent à vous, ils vous donnent multiples cadeaux, ils essayent de s'attacher à vous excessivement, c'est aussi un signe d'angoisse. Et puis il y a le dernier profil, ce sont les enfants que vous n'accrochez plus à rien, que vous ne séduisez plus par rien, que vous n'intéressez plus à rien, ni les punitions ni les récompenses ne les touchent. C'est encore de la survie, mais c'est la survie la plus difficile pour un pédagogue, parce que c'est lisse et on ne sait pas s'y accrocher. Ça, ce sont des signes de quelque chose ne va pas. Alors ce n'est pas que l'échec scolaire qui organise ces comportements, ça peut être une souffrance familiale, ça peut être autre chose, c'est souvent très mêlé. Mais à lui seul, l'échec scolaire peut engendrer ce type de comportement. Et comme les enseignants ne sont quand même pas ni des médecins, ni des assistants sociaux, ni des chercheurs en pédagogie, ils se sentent souvent très très tristes et très démunis face à toutes ces attitudes, qui finalement coûtent plus cher au groupe et à l'individu que le trouble en lui-même.